Chaque jour, autour de nous, des routes se construisent, des écoles tournent, des hôpitaux soignent. Mais on s'est déjà posé la question, d'où vient tout cet argent? Et surtout, qui décide comment on le dépasse? Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur du réacteur de l'État, son budget. C'est un mécanisme qui peut paraître complexe, mais qui est absolument essentiel à comprendre. La question de fond, c'est celle-ci. Comment un pays gère-t-il ses milliards? Parce qu'on est loin, très loin, d'un simple document comptable. Le budget, en réalité, c'est le véritable système nerveux d'une nation. C'est lui qui va allouer les ressources, financer nos services publics et au final, c'est lui qui dessine notre avenir commun. Pour bien comprendre ce budget, il faut voir qu'il a en fait une triple identité, une triple casquette. D'abord, c'est un acte juridique. Et oui, ça a force de loi. Ensuite, c'est évidemment un plan financier qui va anticiper les recettes et autoriser les dépenses. Logique. Mais surtout, et c'est vraiment le plus important, c'est un acte purement politique. C'est lui qui nous montre noir sur blanc où sont les véritables priorités du gouvernement. Allez, première partie de notre exploration, le budget, c'est bien plus qu'un simple chiffre. La définition de base est assez simple, mais elle est très puissante. Le budget, c'est donc ce fameux document qui, pour une année civile, va à la fois prévoir l'ensemble des recettes publiques et autoriser l'ensemble des dépenses. C'est donc à la fois un acte de prédiction et surtout un acte de permission donné par le Parlement. Bon, mais comment on s'assure que des sommes aussi colossales sont bien gérées? Eh bien, grâce à des règles du jeu très strictes. On les appelle les principes budgétaires, et ce sont un peu les gardiens de nos finances publiques. Le tout premier, le plus fondamental, c'est le principe d'unité. Alors, le principe d'unité budgétaire, c'est un peu l'idéal de la transparence. Qu'est-ce qu'il exige? Que toutes les recettes, sans exception, et toutes les dépenses de l'État soient regroupées dans un seul et unique document, la loi de finances. L'idée, c'est simple. Pas de compte caché, pas de budget secret, tout sur la table. Mais pourquoi cette obsession d'un document unique? Les objectifs derrière sont très clairs. D'abord, la transparence, évidemment, pour le Parlement, mais aussi pour tout le monde. Ensuite, ça permet un contrôle parlementaire total, sans aucun angle mort. Et enfin, ça donne une vision d'ensemble pour pouvoir piloter la politique économique du pays de manière cohérente. Mais bon, la question se pose. Dans la réalité, est-ce que c'est vraiment possible de tout, absolument tout, faire tenir dans un seul document? La gestion d'un État, c'est incroyablement complexe, et certaines opérations financières ont des logiques bien à elles. Et c'est justement là qu'interviennent des exceptions. Attention, elles ne sont pas là pour cacher des choses, au contraire, elles sont là pour mieux gérer. Par exemple, les comptes spéciaux du Trésor, ça permet d'isoler des opérations très spécifiques. Les budgets annexes, eux, gèrent des services de l'État qui fonctionnent un peu comme des entreprises. Quant au fonds de concours, c'est très pratique. Ça permet de fléchir un don directement vers une dépense bien précise. On passe maintenant au deuxième grand principe, l'annualité. Il faut bien comprendre que le budget, ce n'est pas un chèque en blanc. L'autorisation de dépenser et de percevoir les recettes, elle est donnée pour une seule année. Point. Du 1er janvier au 31 décembre. Et chaque année, hop, on remet les compteurs à zéro et le gouvernement doit retourner devant le Parlement pour redemander l'autorisation. Mais alors, comment on fait pour construire un hôpital ou une autoroute en seulement un an? C'est tout simplement impossible. C'est pour ça qu'il existe des aménagements très intelligents. Les reports de crédit, par exemple, ça évite de perdre des fonds qui n'ont pas été dépensés sur un projet en cours. Et surtout, il y a les autorisations d'engagement. Ça permet à l'État de s'engager sur des projets qui durent plusieurs années, tout en s'assurant que les paiements, eux, sont bien votés chaque année. Ok, maintenant qu'on a vu les grandes règles, suivons un peu le parcours de l'argent public. Comment une dépense est-elle concrètement réalisée? C'est un processus qui est ultra contrôlé en 4 étapes clés. Alors, tout commence par l'engagement. C'est le moment où l'administration décide de dépenser. Ensuite vient la liquidation. Là, on vérifie que le service a bien été fait et on calcule le montant exact de la dette. Troisième étape, l'ordonnancement. C'est tout simplement l'ordre officiel de payer. Et enfin, le paiement, le comptable public verse l'argent. C'est un circuit vraiment rigoureux qui ne laisse absolument rien au hasard. Et au cœur de ce processus, il y a un principe de sécurité qui est fondamental, la séparation des rôles. D'un côté, il y a l'ordonnateur. C'est lui qui décide et qui ordonne la dépense. De l'autre, il y a le comptable public, qui vérifie et qui paie. Surtout, l'un ne peut jamais faire le travail de l'autre. Ce double contrôle, c'est une protection essentielle contre les erreurs, mais aussi contre la fraude. Il faut savoir que la gestion budgétaire a beaucoup évolué ces dernières années. On est passé d'une logique assez simple de dépenses à une véritable culture de la performance. L'idée, ce n'est plus seulement de dépenser de l'argent, mais c'est d'obtenir des résultats concrets. C'est là qu'on voit tout le changement de paradigme. Avant, la question principale, c'était « est-ce que l'argent a bien été dépensé comme c'était prévu ?» Aujourd'hui, avec cette gestion axée sur les résultats, la question est devenue « ok, mais qu'est-ce qu'on a accompli avec cet argent ?» On passe donc d'un budget de moyens à un budget de résultats.
Et pour mesurer cette performance, on utilise souvent la règle des 3 E. Il y a l'efficacité, pour savoir si on a bien atteint nos objectifs, l'efficience, pour comparer les résultats obtenus aux moyens qu'on a utilisés, et enfin l'économie, pour s'assurer qu'on a obtenu ces moyens au meilleur coût possible. Ces 3 E sont vraiment indissociables pour une gestion qu'on veut performante. Le cycle budgétaire ne s'arrête pas comme par magie le 31 décembre. Non, il y a une toute dernière étape et elle est cruciale. C'est le moment de rendre des comptes, de faire le bilan final de l'année écoulée. Cette étape, elle porte un nom, c'est la loi de règlement budgétaire. C'est une loi qui arrive après l'année budgétaire et qui vient constater les résultats réels. En gros, elle compare ce qui était prévu dans la loi de finances avec ce qui a été réellement encaissé et dépensé. On peut dire que c'est l'heure de vérité. Donc, si on résume, on voit bien le cycle complet. Tout commence avant l'année avec la loi de finances qui prévoit et autorise le budget. Si besoin, pendant l'année, une loi de finances complémentaire peut venir ajuster le tir. Et enfin, après l'année, c'est la loi de règlement budgétaire qui vient constater et approuver les résultats réels. Ces 3 lois, elles forment un tout cohérent qui encadre la vie des finances de l'État du début à la fin. Pour conclure, je crois que cette idée résume parfaitement l'équilibre très délicat des finances publiques. D'un côté, l'unité, qui garantit la clarté du budget, mais de l'autre, les exceptions, qui garantissent sa flexibilité et son efficacité. C'est ce balancement permanent entre le contrôle démocratique et l'efficacité de l'action publique qui est vraiment au cœur de tous les débats budgétaires. La vraie question, au fond, n'est peut-être pas de savoir si les règles sont parfaites, mais plutôt si elles nous permettent, année après année, de construire l'avenir que l'on souhaite.